Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous entamons la dernière ligne droite de cette année 2025 qui aura été une année solide en termes de performance sur la plupart des classes d'actifs et des marchés mondiaux. Que peut-il se passer au terme d'une année solide comme celle qu'a été 2025? C'est évidemment la grande question du moment, avec l'aspect marketing, calendaire, effectivement, qui fait qu'on se projette sur l'année à venir, l'année 2026. Quels peuvent être les grands équilibres de marché, les grands déterminants de marché pour l'année 2026? Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. En attendant, quelques petits sujets encore qui vont nous animer ces prochains jours, à savoir les dernières réunions de banque centrale. La Réserve fédérale américaine est attendue la semaine prochaine avec une troisième baisse de taux consécutive, selon les anticipations de marché. Mais c'est vrai que la toile de fond pour 2026 sera sans doute très différente. On le voit aujourd'hui à l'occasion de la communication de l'OCDE qui a livré ses dernières prévisions économiques et qui estime que 2026 sera l'année qui marquera la fin des baisses de taux, notamment pour les économies développées. Quelques banques centrales ont encore un peu de marge de manœuvre, mais beaucoup sont déjà arrivés au bout de ce qu'elles pouvaient délivrer en termes de baisse de taux. Nous en parlerons là aussi avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans l'univers des banques centrales, on notera cette inflation en zone euro qui s'élève d'un dixième de point par rapport au mois précédent, 2,2% sur un an pour l'inflation globale en zone euro au mois de novembre, qui reflète une réaccélération de l'inflation en Allemagne, il faut le noter, qui est passée sur un an de 2,4 à 2,6%, quand l'inflation dans un pays comme la France, par exemple, reste très nettement en dessous des 1% sur un an. Voilà donc pour les sujets macro et de marché du jour. Pauline Gratel vous apporte tous les détails de la séance en cours dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous quitterons les marchés publics, les marchés cotés, pour nous intéresser au monde de l'investissement en innovation, du venture capital dédié à l'univers de la santé, avec une spécialiste de ce segment de la health tech, en l'occurrence Catherine Boule, managing partner chez Carista, qui sera l'invitée du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est une séance où on retrouve les investisseurs, retrouvent un peu d'appétit pour le risque. On le voit notamment avec le début de séance sur les marchés américains. Oui, les indices américains ont ouvert en hausse modérée de 0,2% pour le Dow Jones et le S&P 500, jusqu'à 1% pour le Nasdaq. En Europe, les indices évoluent en hausse mesurée également. Le Stoxx 600 est à l'équilibre. Côté français, le CAC 40 évolue sans tendance marquée autour de 8100 points, soutenu par les valeurs bancaires, avec en tête de l'indice Société Générale en hausse de 2,5%, suivi de près par BNP Paribas et Crédit Agricole qui progressent de 2%. Oui, les banques qui font l'actualité en Europe aujourd'hui, avec la création d'un consortium qui rassemble 10 grandes banques européennes. Oui, on ne va pas toutes les citer, mais parmi elles, il y a BNP Paribas, Unicredit ou encore ING. Elles ont créé une nouvelle société, Qivalis, un émetteur de stablecoins adossé à l'euro. Cette société est basée à Amsterdam et elle a pour but de contrer la domination américaine dans le domaine des paiements numériques. Pour rappel, un stablecoin, c'est un type de crypto qui est conçu pour maintenir une valeur stable en indexant son prix sur un autre actif. Côté action, on notera aujourd'hui les hausses au sein du CAC 40 de titres comme Schneider Electric, Safran ou encore Legrand. À l'inverse, hors CAC 40, c'est une baisse assez marquée pour le titre FDJ. Oui, le titre signe aujourd'hui le plus fort repli du SBF 120 en chute de 5%. Le groupe subit un abaissement de recommandation de JP Morgan qui estime que FDJ a peu de chances de connaître une croissance régulière en 2026. Depuis le 1er janvier, le titre plonge de 40%.
Hors CAC toujours, Valeo est en hausse de 2,5% après l'annonce d'une réduction des droits de douane en Corée du Sud et les ventes au-dessus des attentes de BYD. Et puis côté macro, on le disait en ouverture, les rendez-vous du jour étaient principalement européens. Oui, absolument. On a pris connaissance de l'inflation pour l'ensemble de la zone euro pour le mois de novembre. L'inflation est globalement conforme aux attentes. Elle progresse ainsi de 2,2% sur un an et recule de 0,3% sur un mois. L'inflation cœur, hors alimentation et énergie, est également conforme aux attentes en novembre, en hausse de 2,4% sur un an et elle recule de 0,5% sur un mois. Les investisseurs ont également pris connaissance du taux de chômage pour la zone euro. Oui, il ressort légèrement supérieur aux attentes au mois d'octobre à 6,4% de la population active contre des estimations à 6,3%. Le chiffre du mois de septembre a été revu en légère hausse de 6,3 à 6,4%. Que dire des équilibres observés aujourd'hui sur les marchés obligataires après les secousses qu'on a pu observer ces derniers jours? En Europe, le rendement allemand à 10 ans se stabilise autour de 2,75%. Le rendement français de même échéance évolue autour de 3,50%. Malgré cette remontée des taux depuis quelques jours, le spread est stable autour de 75 points de base. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilise également autour de 4,10%. Sur le marché des changes, le dollar est stable également et l'euro-dollar se traite au-delà de 1,16. Et puis on regarde évidemment le compartiment crypto en souffrance depuis plusieurs semaines maintenant, avec aujourd'hui une séance de rebond, notamment pour Bitcoin. Oui, le Bitcoin a enregistré hier sa plus forte baisse en dollars depuis 2021 et aujourd'hui le cours rebondit de près de 5% et s'établit autour de 90 000 dollars. Dans ce contexte, les valeurs liées aux cryptos rebondissent aussi après avoir lourdement chuté ces derniers temps. Stratégie rebondit de 7% dans les premiers échanges à Wall Street et Coinbase de 3%. Quels seront les événements demain sur les marchés à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs attendent demain toute une série de PMI services de la zone euro jusqu'aux États-Unis avec l'ISM Service américain du mois de novembre. En zone euro, on regardera les prix à la production d'octobre et aux États-Unis, la production industrielle de septembre est attendue ainsi que l'enquête ADP du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Orenstein est avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. David Belloc nous accompagne, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Attal est également avec nous, le directeur de la gestion multi-active de Russell Investments en France. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va parler bien sûr, messieurs, de 2026, des derniers événements attendus de 2025, à savoir les réunions de Banque centrale et notamment de la Fed. Mais un mot peut-être d'ailleurs, Alexandre, avec vous sur les enseignements en termes de marché, bien sûr, de cette année 2025, avec beaucoup de classes d'actifs qui ont payé, qui ont parfois bien, voire très bien payé, et toutes les zones géographiques qui ont finalement délivré des performances assez solides, tant sur la partie action que sur la partie crédit obligataire. Clairement, c'était une année dans laquelle il fallait rester investi sur les actifs risqués, quelle que soit la classe d'actifs, les marchés actions, toute zone géographique, tout secteur. Alors, il y a des disparités, des granularités entre les différents segments, les différents compartiments de la cote, mais finalement, c'était une année positive pour les actifs risqués. Marché actions, on le disait, mais également sur les marchés obligataires, où les marchés du crédit ont bien performé, et de la même manière sur les classes d'actifs un petit peu périphériques comme les matières premières ou tout ce qui tourne autour de l'or Des précieux. et des précieux. Bien Plus sûr. spécifiquement, on a là encore eu des très très belles performances, avec finalement une année dans laquelle la pondération au risque a été rémunérée. De manière un petit peu indiscriminée, parfois on peut se poser la question, avec une année qui a été peu volatile dans l'ensemble. Il y a eu des trous d'air, mais qui ont été rapidement rattrapés. Le mois d'avril, un petit peu autour de l'été, le mois de novembre, on voit que finalement, qu'on ait des baisses fortes ou des baisses modérées, la capacité de rebondir par la suite, elle est assez forte. Et même les marchés un petit peu satellites, ou en tout cas, on a souvent eu en 2023, 2024, des marchés haussiers, mais avec un arbre qui cachait la forêt. C'était surtout la tech qui performait. Là, on a des marchés émergents qui performent bien. Un marché européen qui signe une très très belle année aussi, un petit peu, pas contre toute attente, mais on a quand même des zones d'inquiétude, que ce soit en France, on a eu des inquiétudes un petit peu en Allemagne en début d'année qui ont été levées. Mais globalement, finalement, que ce soit les marchés européens, les marchés émergents, et peu importe la classe d'actifs,
il fallait être investi, il fallait rester positif. Et le risque d'inflation ou de récession après 2 fortes années a finalement rapidement été écarté. Et même les droits de douane n'ont pas généré toute l'inquiétude qu'on aurait pu anticiper au cours du mois d'avril. Un point clé qui a peut-être, là aussi, j'allais dire, dispersé un peu les performances, c'est le dollar. Bien sûr, surtout sur la première partie d'année, on le rappelle, un indice dollar qui a perdu peut-être jusqu'à 10% à un moment face à un panier de devises sur les 4, 5, 6 premiers mois de l'année. C'est vrai que sur le premier semestre, c'est vraiment le dollar qui a été la seule classe d'actifs qui n'a pas retrouvé son niveau pré-Liberation Day, avant l'annonce des droits de douane. C'est le dollar qui est resté sur un niveau de 1,15, 1,16, 1,17 à peu près, qui a oscillé sur ces niveaux-là. Depuis le mois de juillet, il y a un peu de volatilité, mais l'amplitude est beaucoup plus faible. On a un range qui est quand même beaucoup plus resserré, autour de ce fameux 1,16. Vous mentionnez tout à l'heure, on est sur les niveaux actuels, ça bouge pas trop. Alors ça bouge au gré des statistiques, des anticipations de la Fed. On n'a plus la volatilité ou l'amplitude de mouvement qu'on avait en début d'année. La volatilité du premier trimestre et même du deuxième trimestre n'a pas été, c'est pas poursuivi. Et effectivement, finalement, les grands perdants sont été les investisseurs internationaux qui n'ont pas couvert le risque de change, notamment sur le dollar, par rapport à autres classes d'actifs. C'est effectivement le petit point de bémol, le petit point de contraste par rapport à une année qui a été globalement très très positive. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour tous les investisseurs un petit peu en Europe, en tout cas retail, qui ont surfé sur le Bitcoin, surfé sur la Nasdaq, surfé sur l'or, ils sont quand même impactés par la performance du dollar, parce que enlever 10%, quoi. Ces investisseurs qui ne sont pas couverts contre le risque de change, et donc forcément ça minore un petit peu, mais globalement ça reste très très positif. Le dollar reste une grande question pour 2026, ou est-ce que c'est une question qui est réglée au moins pour un temps? Non, ça reste quand même une très grande question pour 2026, avec des inquiétudes de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un effet de rattrapage un petit peu du dollar qui reviendrait peut-être sur le niveau de 1,10, 1,12, en fonction d'une économie américaine qui est quand même très très robuste. D'un autre côté, on a la Fed et un nouveau président de la Fed qui va arriver, qui aura peut-être des velléités à être un petit peu dans le sillage de son président, du président Trump, et donc de baisser les taux, ce qui pourrait un petit peu faire baisser un petit peu la valeur du dollar sur les prochains semestres. Qu'est-ce qui a marqué pour vous cette année 2025 sur le plan des marchés, sur le plan de la capacité des économies à afficher une forme de résilience aussi, peut-être, Gustavo, et globalement, est-ce que les marchés globaux, est-ce que les grands marchés un peu macro ont fini par réussir à mettre un prix sur tout ce qu'on traverse depuis plusieurs années, c'est-à-dire plus de 5 ans après le Covid, plus de 3 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, 1 an après le retour de l'administration Trump au pouvoir? Est-ce que les marchés ont réussi à mettre un prix sur tout ça d'une certaine manière? Chaque seconde, ils mettent un prix sur ce qui se passe dans la seconde, et puis on verra la seconde plus tard. Mais, non, en fait, il y a 3 piliers, je pense, qui explique un peu le bull market qu'on a cette année. Bon, le premier, c'est quand même la baisse des taux monétaires, globalement. D'abord, effectivement, généralisée, et puis la Fed qui a pris un peu le relais, notamment de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a que la Banque du Japon qui est dans ce mouvement inverse et qui crée aussi un peu d'émotion, effectivement, de temps à autre. Donc ça, c'est le premier effet qui va quand même se poursuivre un tout petit peu. On pourra en parler après sur l'économie américaine, mais en tout cas, du côté de la Fed, avec encore 2, 3, 4 baisses dans les prochaines semaines et prochains mois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand même quelque chose qui se passe spécialement en Europe, qu'on a du mal à qualifier. On appelle ça une sorte de cycle financier. Il se passe quelque chose en Europe. Ça ne se voit pas beaucoup sur la croissance elle-même, qui reste relativement atone, mais il y a un effet de consolidation financière. On le voit en Europe du Sud, très clairement, en Italie, par exemple, en Espagne, au Portugal, même en Grèce. Bon, évidemment, la France et l'Allemagne, un peu plus compliqué, mais malgré tout, il y a, on la voit d'ailleurs, par exemple, dans les banques, dans le parcours boursier des banques en Europe. Donc, il y a un effet financier de liquidité, qu'on voit aussi d'ailleurs dans l'euro qui s'est renforcé. Et donc, tout ça, c'est plutôt finalement positif, malgré les problèmes évidemment importants de la zone euro et de l'Europe en général. Et puis, la troisième chose, c'est le boom de l'IA, évidemment, là aussi, qui a alimenté énormément le risque en général, avec quand même quelques particularités. Bon, d'abord, évidemment, des questions de valorisation qui sont venues angoisser de plus en plus ces investisseurs, on pourra en reparler. Et autre chose qui est assez étonnant, quelque part, c'est qu'il y a ce boom de l'IA, donc il y a un boom de Wall Street, mais pas du tout de Main Street, même aux États-Unis, puisqu'on voit que le moral des ménages, par exemple, est bien loin des
des points où il était en 2000, lorsqu'il y a eu la bulle Internet, qui avait donc une vision beaucoup plus optimiste générale des Américains. Pas cette fois-ci. Et je dirais que même l'IA, d'ailleurs, les perspectives sur l'IA du grand public sont beaucoup plus mesurées. Il y a aussi beaucoup de choses négatives qui sont souvent mises en avant en termes d'impact sur le travail, d'impact sur les libertés individuelles, d'impact sur plein de choses. Il n'y a pas que la performance financière. Pour un ménage américain ou pour un actif américain, ce qui gagne peut-être avec son portefeuille financier sur Wall Street grâce à l'IA, il se dit qu'il va peut-être aussi le perdre du côté de son travail, par exemple, et que du coup, l'un dans l'autre, est-ce que l'IA est bon pour moi ? Ce thème du déplacement, voilà, de l'effet éventuellement pervers que pourrait avoir l'IA, notamment sur le marché du travail, c'est pas quelque chose qui était présent à la fin des années 2000 quand on parlait d'Internet. Non. Sur la zone euro, là, ce que vous dites, cette espèce de cycle financier, cette consolidation financière, c'est le reflet d'une zone euro qui est plus soudée que jamais, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Quand on regarde ça d'un point de vue de marché, avec des spreads, on parle beaucoup du spread français, mais si on arrive à sortir de ce biais franco-français, on voit quand même, justement, et notamment pour ceux qui ont traversé et connu la crise souveraine, on voit des écarts de primes de risque entre pays de la zone euro qui n'ont peut-être jamais été aussi resserrés depuis, en tout cas, la grande crise souveraine des années 2010-2012. Tout à fait, c'est l'inverse de la fragmentation. Il y a eu cette fragmentation dont on parlait beaucoup en 2010, 2011, 2012. C'est un risque que le marché a évacué. Complètement. Maintenant, voilà, on n'a plus beaucoup moins peur effectivement, du risque, même en Italie, en Espagne. Tout se resserre énormément. Et on a l'impression que voilà, la liquidité, je ne sais pas comment l'appeler, mais va dans tous les endroits, circule un peu partout. Ce qui fait que même la question française, des finances publiques françaises, malgré les grandes difficultés qu'on connaît tous, a un impact, très clairement, puisqu'aujourd'hui, les spreads français intègrent largement une dégradation des finances publiques, mais n'est pas catastrophique non plus, parce que, en fait, ça arrive à un moment où, en Europe, eh bien, il y a cet effet positif. Alors, d'où ça vient ? Alors, d'abord, ça vient effectivement des réformes passées et de tous les efforts institutionnels en Europe pour renforcer l'Europe. Ça vient aussi des conséquences de 2022, je dirais même 2020 et 2022. 2020, le Covid et donc toutes les émissions et la solidarité européenne. Et 2022, évidemment, face au choc de la guerre sur le continent, ça a resserré tout le monde. Et puis avec ça arrive 2024, le choc Trump, on va dire. Et là, l'Europe, évidemment, se retrouve acculée et donc obligée d'être... de se rapprocher, d'être plus solidaire. Et ça se voit sur les marchés financiers, même si, encore une fois, ça ne se voit pas forcément en termes de croissance générale, mais ça se voit en Europe du Sud très, très clairement, et ça se voit sur les marchés financiers. Et ça, tout le monde en bénéficie. Et autre point, c'est qu'effectivement, les politiques américaines, suivies depuis l'élection de Donald Trump, ont plutôt écorné le statut du dollar, non seulement pas remis en question, mais loin peu écorné. Or, la deuxième devise dans le monde, loin derrière le dollar, mais enfin quand même, c'est l'euro. Et d'ailleurs, l'euro, c'était la deuxième, mais c'est loin devant tous les autres. Bien loin devant même le yuan chinois. Donc, c'est important, ce statut particulier a bénéficié globalement à l'Europe. Il y a énormément d'émissions obligataires d'entreprises internationales en euros. Et donc, ils bénéficient de ce marché et de cette devise qui, pour le coup, est quelque part un succès un peu inattendu dans ces moments. Intéressant d'avoir aussi toujours, c'est ce qu'on fait tous les jours, mais cette lecture du marché qui contraste parfois avec un narratif politique ou médiatique qui est parfois un peu différent quand on parle de l'Europe. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est que les marchés ont l'air d'aller bien dans une économie qui, globalement, va pas très bien. Bon, on a fait un peu le tour de 2025. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter de votre point de vue, David. Et puis, ça nous permet évidemment de partir un peu sur les grands équilibres qu'on peut imaginer pour 2026. Alors, donc, on a eu effectivement une économie assez résiliente quand même. On a 3% de croissance globale, à peu près équivalent à ce qu'on a eu l'année dernière. Et une certaine résilience par rapport à des chocs géopolitiques majeurs. On a eu le choc des tarifs. Finalement, on se rend compte que l'inflation, certes, a monté, mais pas à des niveaux stratosphériques. On reste aux alentours de 3. On voit que les boîtes américaines ont réussi à prendre un peu sur leur marge et à relativement peu augmenter les prix pour l'instant. Peut-être qu'en parallèle, elles ont réussi à réaliser des gains de productivité aussi, ce qui leur a permis de gérer cette hausse des tarifs. On pensait beaucoup plus dans un premier temps
que beaucoup plus de ces tarifs seraient transmis directement Clairement. au consommateur final. Ce Clairement. qui faisait qu'effectivement, les économistes travaillaient sur des scénarios de redémarrage d'une inflation à des niveaux bien plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça, hein. Toutes les attentes, si on nous avait dit effectivement que les tarifs avaient été au niveau de ce qui a été annoncé par Trump en avril, effectivement, les attentes de niveau d'inflation auraient été bien supérieures. Bon, même s'il est revenu progressivement et qu'on se rend compte que finalement, les entreprises sont plutôt bien adaptées au niveau des chaînes de valeur aussi, elles ont pu contourner. Donc tout ça, c'est une résilience aussi par rapport au choc géopolitique. On voit qu'en fait, la Chine et les États-Unis sont en conflit, mais ont besoin l'un de l'autre, et c'est complètement interdépendant. Donc la Chine a compris sa puissance avec les terres rares, et a utilisé de cette arme que les Américains ont dû faiblir. Mais la Chine a également besoin de rattraper son retard sur les puces de dernière génération. Et finalement, pas de rupture au niveau du commerce mondial. Et donc des résultats finalement d'entreprises de très très bonne facture. Et donc il y a effectivement une hausse qui est assez mal répartie. C'est vrai que sans la thématique IA et sans les 7 magnifiques aux US, on est à 5% de hausse. Sans la défense et les bancaires, on est à 5% de hausse en Europe. Donc ça, c'est vrai. Mais on a quand même une résilience des résultats. Et finalement, une hausse qui, jusqu'à présent, s'explique essentiellement via une croissance de bénéfices et des marges résilientes. On a tout pour construire et une bulle, mais pour l'instant, il s'avère que cette année 2025 est quand même une bulle de profit pour l'instant. Voilà, c'est une bulle de profit, et donc on en est là. Bon, après, c'est vrai qu'on a un consommateur américain qui a quand même extrêmement surpris, 2% de croissance, c'est la moitié de la croissance américaine. Par contre, c'est Il une surprend économie d'autant en plus cas. que les enquêtes auprès du consommateur américain sont toujours plus déprimées. Bon, alors, Donc, c'est le Michigan, c'est lié à l'inflation, c'est assez biaisé, mais c'est vrai qu'on est clairement aux États-Unis dans une économie ultra inégalitaire. Économie en cas, on a toute une marge de la population qui souffre de l'inflation. On le voit dans les enquêtes Michigan, on le voit dans les données de consommation. Et en même temps, on a 100 000 $, enfin alors ça a peut-être évolué depuis, mais c'était date d'il y a quelques mois, de gains médians, pas moyens, médians, du ménage américain. Et donc en fait... le patrimoine du ménage. Non. De gains sur un an, pardon. Sur un an. Réalisé sur un an. Ok. Voilà. Ok. Donc en fait, ça, c'est un énorme soutien, d'où aussi cette fragilité de la consommation et de la croissance liée à ces effets richesse, et jusqu'où ça va pouvoir tenir. Ouais. Justement, l'avenir de cette économie américaine en cas, je veux dire, comment est-ce que les choses peuvent se réconcilier? Est-ce qu'elles doivent se réconcilier? Comment est-ce qu'elles peuvent se réconcilier aujourd'hui? Elles doivent, il faut qu'elles se réconcilient. Alors, on a effectivement Trump qui vise les mi-termes en novembre et qui préannonce des chèques, mais qu'il n'a pas il n'a pas les moyens de délivrer 2 000 $ à 80% des ménages. Il mange tous les revenus des tarifs. Plus, même, ça et serait même 400 plus. milliards. Bon, quand une année de tarifs pleins, sachant que les tarifs sont a priori là pour baisser, d'après toutes les annonces, rapporte 300 à 350. Donc en fait, il augmenterait son déficit et sa dette en délivrant. Donc il faut qu'il cible effectivement, clairement, les ménages premiers déciles qui souffrent de cette inflation. On a aussi un marché du travail qui commence à être tendu. On a peu d'embauches, peu de licenciements pour l'instant, mais peu d'embauches, chômage des jeunes. Donc on a une Fed finalement qui reste aux aguets. C'est assez fragile comme équilibre. Ça satisfait les marchés, puisqu'en fait, malgré cette réduction de la croissance agrégée, elle est aux aguets. Elle va délivrer son cycle de baisse des taux justement pour soutenir cette partie-là de l'économie. Donc finalement, ça fait les affaires des actionnaires, mais ça reste assez fragile. Bon, sur la Fed, justement, là, alors, qu'est-ce qui va fonder la décision de la semaine prochaine? À un moment, on a eu le doute, mais visiblement, le marché est à nouveau convaincu qu'il y aura une troisième baisse de taux d'affilée, quelques autres à suivre en 2026, au point que, au final, quand le successeur de Powell arrivera en mai, peut-être que le travail aura déjà été fait. L'idée de la Fed, en fait, c'est de trouver le juste équilibre pour maintenir un peu la pression, parce qu'on a quand même une inflation qui est clairement au-dessus de la cible des 2%. Après, si on considère, c'est le PCE Core récent qui affiche un demi-point lié au tarif, et que cet effet tarif ne va pas se reconduire année après année, il y a 2 dixièmes, ce qui est quand même pas négligeable, d'effets services financiers liés à la hausse phénoménale des marchés actions, etc.,
qui n'est pas nécessairement reconductible tous les je ans non plus. comprends, ouais. Bon, donc au final, on a une inflation core, PCE core, qui est quand même la target Fed, qui n'est pas non plus complètement déconnectée On de peut de sa naturellement cible. revenir à 2% sur le Non, corps pas, PCE. alors pas pas dans de l'occurrence, strict, parce qu'on a une alors. politique D'accord. des flux migratoires qui va avec le Big Beautiful D'accord. Bill et l'incitation à l'investissement hors IA. D'ailleurs, ça serait une très bonne chose pour l'économie américaine et mondiale, qui est de l'investissement hors IA. De se qui est un peu de diversifier un peu, diversification, mais bien voilà. sûr. Le problème, c'est que ça va clairement manquer de main-d'œuvre. Ouais. Donc, soit il y a des gains de productivité ou l'IA qui arrive à se substituer, c'est peut-être le plan de Trump et de son administration, mais il y a quand même une pression potentiellement sur ces services, enfin sur cette inflation service, notamment des jobs qui étaient occupés par ces flux migratoires, enfin cette immigration. Donc attention sur ce point. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a un immobilier dont la composante inflationniste décroît, hein, ça va dans le bon sens. Donc, je pense que... et puis, on a aussi des besoins de financement massifs, quoi. On a un cycle de CAPEX phénoménal. On a même une finance privée, enfin, des private loans et autres, un peu obscure. Ça, je dirais pas non plus Mais ça, c'est un bon argument pour la Fed et des baisses de taux. C'est de la Ou dominance c'est- fiscale, c'est-à-dire qu'elle n'a D'accord. pas le choix, en fait. D'accord. Concrètement, elle n'a pas le choix. Au même titre que l'État américain est à 7% de déficit, il y a 3 500 milliards de dettes à horizon 10 Donc, elle ans. est obligée de perdre un peu de sa crédibilité, entre guillemets, pour Juste ce qu'il faut, oui. Pour, Elle est sur ligne de crête. Il ne faut pas qu'elle assurer perde ce genre trop la de- crédibilité, ce genre de- voilà. parce que Ouais, sinon ouais, on je a une comprends. pontification Bien sûr. très forte de la courbe, une Bien baisse sûr. du dollar et une défiance complète. Mais il ne faut pas non plus qu'elle surréagisse, puisqu'on sent que derrière, il y a quand même un cycle de CAPEX monumental. Ouais. Et concrètement, l'économie, mais même mondiale, hein, on parlait des émergents, ne peuvent pas subir un revirement de politique faite. Alors là, pour le coup, ça serait une catastrophe pour les marchés en 2026. Qu'est-ce que vous dites sur l'avenir des politiques monétaires et notamment celle de la Fed, Alexandre, chez Russell Investments? Est-ce que la Fed reste dans l'idée de baisse de taux assurantielle? C'est-à-dire, on enlève la partie un peu trop restrictive ou encore jugée restrictive de la politique monétaire, ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose qui sera de l'accommodation monétaire, de l'assouplissement monétaire? Il y aura deux étapes. La première étape, c'est effectivement d'accompagner le mouvement de résilience de l'économie américaine, mais qui montre certaines zones de faiblesse. Effectivement, c'est pour ça que la baisse de la semaine prochaine, elle fait partie de nos anticipations. Le marché s'est un petit peu réajusté. Il y avait eu un trou d'air. Nous, on avait anticipé finalement ces 3 baisses consécutives, Ouais. septembre, novembre et mi-décembre. Et donc, on avait positionné les portefeuilles pour accompagner ce mouvement de baisse qu'on continuerait à avoir sur 2026, avec en tête quand même le nouveau président de la Fed qui va être annoncé prochainement et qui sera... Il aura une volonté à ne pas être docile, mais il sera quand même choisi dans une optique d'accompagner le déploiement de la politique américaine, politique budgétaire américaine, et donc d'être plutôt un accommodant plutôt qu'un opposant à Mais ça l'administration. veut dire qu'en mai, c'était le point que je soulevais, mais il arrivera en mai et il aura encore de la latitude et des marges de manœuvre pour continuer de baisser les taux si la Fed a déjà délivré 3 baisses de taux en 2025, plus peut-être 2 au cours du premier trimestre encore. On s'attend effectivement 2026. peut-être encore à 3 baisses de taux en plus de celle-ci sur 2026. D'accord. Donc en plus, Ok. sans compter celle de D'accord. 2025, on anticipe 3 baisses de taux. Alors après, est-ce que ce sera sous le mandat de Powell ou le mandat du successeur? Je comprends. Finalement, ils vont s'arranger parce que Powell en aura fait plus quand même que son Powell en aura fait successeur. plus en pour l'occurrence. l'instant, même si, j'ai envie de dire, le nom du prochain président va être annoncé d'ici la fin du mois. Donc finalement, on n'aura pas un pilotage à 4 mains sur le premier semestre, mais il sera quand même bien impliqué dans les orientations que la Fed va vouloir prendre. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous, on pense que cette Fed va rester accommodante, accompagner le mouvement, assez finalement en soutien de l'économie. Alors, il y a un peu d'inquiétude sur le marché du travail, vous le mentionnez. L'effet de l'IA, dans quelle mesure ça se déverse positivement, mais également ça détruit ce phénomène un peu de destruction créatrice de toute innovation, de tout cycle d'innovation. Maintenant, d'un point de vue des bénéfices d'entreprise, et si on revient un petit peu sur la partie microéconomie, on a des perspectives de bénéfices pour 2026 et 2027 qui restent encore très élevées, après une année qui a été phénoménale en 2025. Aux États-Unis, notamment, et même dans les émergents. En 2025, oui, c'était très ciblé émergent États-Unis, mais pour l'instant, sur 2026, les projections, c'est
très généralisée. C'est-à-dire que même le Royaume-Uni, même la zone euro, on revient sur une perspective à 2 chiffres. Alors, est-ce que ça profitera finalement de cette... Ça ira dans le sens de cette convergence européenne. Finalement, ce sera le phénomène de délivrance, en quelque sorte. Le message délivré par l'Europe d'un point de vue au niveau des entreprises. Mais on reste plutôt aujourd'hui, en perspective 2026, sur une assez forte convergence des perspectives de résultats des entreprises, toutes zones confondues. C'est ce qui fait que pour l'instant, d'un point de vue du cycle, on a plutôt des perspectives qui restent positives sur 2026, après des années qui ont été relativement solides, 2023, 2024 et 2025. Ouais, bon. Sur la Fed, les politiques monétaires, encore une fois, est-ce qu'on va avoir une Fed accommodante ou est-ce qu'on aura une Fed qui va juste assurer, garantir une poursuite du cycle sans avoir besoin de basculer dans un assouplissement des conditions financières? Je crois que le scénario aussi a été bien décrit, c'est-à-dire que si on prend cette idée je rebondis sur l'économie en K, donc la Réserve fédérale est en train de regarder la partie baissière du K, pendant que les investisseurs regardent la partie haussière des profits. Et ce mélange-là, effectivement, est extrêmement positif. Et ça fait partie du scénario, on va dire, optimiste. Côté de la Fed, ce qui compte, à la limite, plus de savoir combien de fois elle va baisser les taux précisément, c'est qu'elle reste toujours en soutien dans une logique où si le marché du travail s'avère être plus mauvais que ce qu'il est déjà anticipé aujourd'hui, elle agira. Et rien ne l'empêche vraiment. Et effectivement, aujourd'hui, je rejoins la description qui était faite de l'inflation aux États-Unis. On a l'impression que même si les droits de douane peuvent continuer encore à les alimenter, parce que notamment l'effet des inventaires n'ont pas encore complètement été écoulés, les inventaires pré-droits de douane n'ont pas encore complètement été écoulés, donc il peut y avoir encore quelques hausses, mais ça reste temporaire, ça reste un effet, une bosse. On peut regarder à travers. Voilà. Alors, personne ne va utiliser le mot temporaire, soyons clairs, parce que le mot a été trop connoté pendant la crise. Stigmatisant. Voilà, du coup, on va dire autre chose, mais c'est pareil, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que oui, bien sûr, il va y avoir un peu de passe-chou, les prix vont un petit peu augmenter, mais ça ne va pas alimenter fondamentalement. D'autant plus que si le marché du travail faiblit, du coup, les salaires ne vont pas suivre, enfin, il n'y aura pas de fameux effet de second tour. Donc, c'est tout à fait raisonnable comme scénario. Donc, la Fed est tranquille, peut aller peu à peu revenir vers le neutre, qui est quelque part autour des 3, 3,5, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce sera une autre histoire. Et au cas où, baisser plus vite. Voilà. Après, ça dépendra effectivement de la forme du cas, de l'affaiblissement ou pas, de la poursuite de l'affaiblissement du marché du travail. Après, ce qui est intéressant, c'est que une des raisons qui est ce mal-être, notamment dans les enquêtes auprès des ménages, donc c'est pas l'inflation elle-même est plutôt basse, mais alors c'est effectivement le souvenir de l'inflation, ou en tout cas la hausse des prix. Tout coûte cher, effectivement, aux États-Unis. Il suffit d'y voyager, on s'en rend compte. Bien sûr. Et ça laisse des traces. Mais il y a aussi l'immobilier. La question de l'accès à l'immobilier. Et là, c'est lié au taux long. Donc, il y a un jeu un peu compliqué. C'est aussi qu'il faut faire baisser les taux longs. Et donc, je crois que l'année prochaine, il y a quand même une question très importante pour le gouvernement américain. C'est de décider quel type de politique budgétaire ils vont mener. Quelle stratégie budgétaire. Parce qu'on se souvient que quand Scott Bessent arrive au Trésor, son idée, c'était de faire baisser les taux longs. Oui, ce sera ça le KPI. Ils avaient dit c'est c'est 10 ça ans. le truc. Exactement. Je vais faire baisser les taux longs grâce au Doge, Et pas du tout. Ça, on voit bien, c'est pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à le faire baisser. Et si l'année prochaine, l'idée, c'est de distribuer des chèques à tout le monde, c'est pas prêt de baisser. Donc il y a un conflit de ce qu'ils veulent faire. Une analyse de comprendre ce qui ne va pas aujourd'hui, notamment chez les ménages, notamment chez les plus jeunes, puisque quand on regarde des enquêtes par classe d'âge, chez les moins de 35 ans, c'est l'effondrement total. C'est au plus bas depuis que ces enquêtes sont... Du moral, vous voulez dire? Du moral, absolument, des ménages les plus jeunes, parce que là, difficile d'accès... Alors d'abord, accéder au marché du travail est difficile, puisqu'il n'y a pas beaucoup de licenciements, il n'y a pas beaucoup de création non plus. Et puis tous les postes juniors sont les premiers qui vont être peut-être remplacés par l'IA. Donc, ça veut dire que le step-in dans le marché du travail, il peut devenir aussi compliqué avec l'IA. Donc le fil bad, on va dire, dans cette classe d'âge est très élevé. Et on voit bien politiquement, du coup, la victoire Manmani à New York, c'est vraiment ça. Et du coup, ça, du point de vue politique, dans une année électorale, évidemment, pour la Maison-Blanche, c'est gênant. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire des chèques? Mais alors, du coup, négliger la question des taux d'intérêt, ou plutôt favoriser le taux d'intérêt, mais ce qui veut dire avoir une politique budgétaire plutôt restrictive. Bon, il faut qu'ils se décident. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de discussions autour de
de Trump pour savoir Il quoi y a faire. derrière ça, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet, il y a aussi tout l'aspect politique quantitative, la gestion du bilan de la Réserve fédérale américaine, la stratégie d'émission du Trésor. Enfin voilà, il y a plein de manières, effectivement, d'essayer de patcher un peu cette équation. Même sur les mortgages, ils anticipent de faire en sorte de... 50 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bien. ça. Ouais. Non, mais alors après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, comme la dérégulation Est-ce que ça fera bancaire. remonter le moral des moins de 35 ans de se dire je m'endette à 50 ans Comme la dérégulation bancaire. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les taux n'ont pas baissé, mais je trouve qu'ils n'ont pas monté non plus. Alors que franchement, il y avait, avec 7% de déficit, une croissance assez robuste, et ce qui a été annoncé avec Big Beautiful Bill et les tarifs, de quoi jouer des niveaux de taux longs supérieurs à ce qu'on a eu. Donc en fait, il y a des stablecoins, des régulations bancaires pour voilà, la Fed qui est aux aguets. On voit que le quantitative tightening c'est fini et qu'elle pourrait reprendre éventuellement. Là, pour l'instant, elle se finance avec du treasuries, enfin du T-bill, donc une maturité courte. Mais enfin, il y a un moment où elle peut intervenir sur la partie longue. Et quant à l'administration Trump, enfin, ce qu'elle annonce, alors il y a le 50 ans, mais il y a aussi peut-être, via de la titrisation, toutes sortes de mécanismes, de quoi baisser de 50 centimes, 0,5%, éventuellement le taux d'emprunt pour l'accessibilité au logement. Bon, en tout cas, ça ferait partie de réformes avant les midterms qui peuvent s'envisager. Alexandre, allez-y, puis après on parle un peu des sur convictions 2026. Effectivement, sur comment l'administration de Trump va se projeter sur 2026 et agencer. Finalement, 2025, c'était aussi l'année pour elle de réorganiser toute la partie matières premières et notamment pétrole. Et donc, on voit qu'on a un prix du pétrole quand même qui est quand même relativement en bas par rapport à ce qu'on avait pu connaître il y a 2-3 ans. Qui semble convenir à tout le monde, en tout cas. Qui semble convenir à tout le monde. Et finalement, c'est aussi ça qui donne un petit peu de marge de manœuvre à l'économie américaine et à l'administration américaine en termes de perspective d'inflation. Et finalement, tout le sillon de Trump autour de l'Arabie Saoudite, son travail pour résoudre la guerre en Ukraine aussi, c'est une manière d'essayer de calmer la tension géopolitique, d'éviter tout envolé du prix du pétrole. Et parce que c'est pas drill baby drill qui fait que le pétrole est pas cher aujourd'hui. On est bien d'accord. C'est ça. Ouais. Et donc clairement, tout le travail qui est fait là depuis 5-6 mois d'un point de vue géopolitique, c'est pour écarter un petit peu le risque de rebond du pétrole à moyen terme et donc de venir un peu gripper la mécanique anti-inflation ou lutte contre l'inflation de la Fed. Et donc c'est aussi ce travail-là qui a été mené en amont sur 2025 qui peut laisser un peu des marges de manœuvre sur 2026 en termes de perspective et de soutien de la Fed à l'économie. Bon, en termes de dynamique de marché, où sont vos convictions respectives chez Russell Investments pour commencer, Alexandre, sur 2026? Autrement formulé, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas en termes de tendance par rapport à ce qu'on a décrit là pendant une demi-heure et ce qu'on a pu observer au cours de l'année 2025? Alors c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de rupture de tendance par rapport à ce qu'on a depuis ces derniers mois. Alors, il y a la photo calendaire de 2025-2026, mais effectivement, l'économie continue. Il n'y a pas de rupture calendaire. Et c'est pour ça que d'un point de vue du cycle économique, on est plutôt confiant et on maintient une surpondération sur les actifs risqués, actions, crédits, plutôt investment grade, plutôt high yield qu'investment grade, pardon. Et on privilégie toujours cette capacité de l'économie à être relativement résiliente et de continuer à croître, alors sur des rythmes différents d'une zone à l'autre, mais finalement, la macro et la micro semblent plutôt bien alignées. On a un peu des inquiétudes sur les valorisations, on peut en avoir, mais finalement, on a eu des résultats d'entreprise qui ont été plutôt à la hauteur, et donc des bénéfices qui ont accompagné la hausse des prix. Et donc finalement, les valorisations aujourd'hui, après des marchés qui ont bondi de 15% selon les zones, les valos ne sont pas plus chères qu'elles ne l'étaient il y a 12 mois. Alors, il y a quelques différences ou quelques granularités, mais finalement, globalement, les valorisations, ce n'est pas le point de vigilance majeur. Et on a un sentiment global qui est des investisseurs, je ne parle pas des enquêtes d'opinion ou des particuliers, mais plutôt un sentiment qui accompagne ce mouvement haussier. Donc pour nous, on maintient une allocation plutôt constructive. Il y a des zones de vigilance. L'inflation en fait partie, en se disant effectivement dans quelle mesure on pourrait avoir un deuxième cycle d'inflation, qui n'est pas pour l'instant dans les cartes, mais il faut l'avoir en tête. Vigilance sur le marché du crédit privé. Historiquement, il y a toujours une deuxième vague. C'est un peu ça. Il y a toujours une deuxième vague. Maintenant, il y a quand même un effet démographique qui pèse sur l'inflation, enfin qui pèse à la baisse sur l'inflation. Et la démographie, qu'elle soit dans tous les pays développés et même maintenant, même dans les pays émergents, elle est très orientée à la baisse. Et donc, ça baisse énormément la pression inflationniste. Maintenant, il y a des zones de vigilance, je le disais, sur le crédit, notamment le crédit privé, qui a beaucoup augmenté, des volumes qui... Il y a eu un peu trop d'enthousiasme, peut-être
peut-être dans ce, C'est de l'enthousiasme. dans ces compartiments privés, notamment de dette privée. Ça a été beaucoup d'afflux de liquidités, d'afflux d'investissement, et désormais... C'est comme ça qu'on mesure l'enthousiasme. Désormais, une zone qui devient systémique, un je secteur comprends. qui devient systémique. Je comprends. Et on observe quelques signaux faibles qui montrent un peu de difficultés de la part des entreprises, notamment en termes de remboursement, de paiement des intérêts, où on émet de la dette pour rembourser les dettes précédentes. C'est jamais bon signe de rentrer dans ce cercle vicieux. Voilà, quelques zones de vigilance. Mais globalement, aujourd'hui, si on s'en tient à l'analyse du cycle, l'analyse des valorisations et l'analyse du sentiment de marché, il n'y a pas de rupture majeure à avoir dans un contexte où on a une Fed qui va être accommodante et des politiques qui sont plutôt orientées vers le soutien à l'économie. Est-ce qu'il y a des choix nouveaux à faire dans une allocation, dans une gestion diversifiée, tout en restant constructif? Est-ce qu'on a envie de toujours être porté par la tech et le thème des CAPEX IA, ou par le thème de la souveraineté ou des banques européennes, par exemple? Est-ce que ça reste des piliers valables dans la construction d'une stratégie? Est-ce qu'on a envie de jouer peut-être des choses un peu plus contrariantes au regard de ce que le marché a délivré en 2025, Gustavo? Oui, alors il y a quand même quelques évolutions que nous faisons dans nos portefeuilles. D'abord, il y a quand même une certaine maturité sur le marché action en général, enfin du risque en général. Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est très vrai aux États-Unis, c'est très vrai dans certains secteurs spécifiques. Il y a eu, alors ça s'est un peu corrigé récemment, mais bon, il y a des zones d'euphorie clairement, en partie corrigées. Mais bon, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'enthousiasme en règle générale, ce qui nous amène quand même à être un petit peu plus prudents. Bon, on va dire le pilier psychologique nous emmène à être un petit peu plus prudents. Donc on a quand même plutôt globalement réduit les taux d'exposition, même si on est toujours, on va dire, au-dessus des zones neutres, donc toujours quand même investi. Alors toujours très 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 diversifié, et vous le savez, on a cette approche équipondérée pour éviter d'être trop concentré dans quelques valeurs et quelques histoires. Donc ça c'est toujours très important pour nous, et couvert sur le risque de change. Et on reste couvert sur le risque de change globalement. Autre point... C'est-à-dire que les actions américaines sont couvertes absolument. Dans tous nos portefeuilles internationaux, le risque de change est couvert. En fait, d'accord. structurellement, elle est couverte. Si on n'a aucune idée, on la couvre. Je comprends. On la découvre que s'il nous semble que le dollar est intéressant. Ouais. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il ne faut pas oublier que le point de départ du dollar, c'est un dollar très cher. Donc que le dollar baisse d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas un scandale. Donc on n'a même pas besoin de gros accidents, juste... peu à peu, ça s'ajuste. Et il reste encore cher comparé à certaines devises aujourd'hui. C'est pas un scandale si le dollar continue de baisser. C'est la vitesse, évidemment, qui crée toujours de l'émotion. Et puis, il y a quelque chose quand même qu'on change dans nos portefeuilles, c'est que jusque-là, ce qui n'était pas en action était entièrement en monétaire. Et là, on est quand même en train d'acheter au fur et à mesure des taux plus longs, voire même des taux très longs. Pour la première fois depuis longtemps, on est en train d'acheter, effectivement... Dans des phases de correction, on en a eu que ces derniers jours, on profite à chaque fois pour acheter vraiment des parties plus longues de la courbe. Parce qu'il nous semble, nous, quand même, que l'histoire des taux et l'histoire monétaire est plus ouverte qu'il n'y paraît. Effectivement, on a l'impression, vu d'aujourd'hui, que la BCE va faire 2%, on en parlait tout à l'heure, 2% pour toujours, qu'il se passera qu'il va y avoir une sorte d'atterrissage parfait, que la Fed va s'arrêter à 3, puis elle va rester là pour toujours. Bon, ça ne se passe jamais comme ça. Et comme il y a quand même une asymétrie, il nous semble, plutôt baissière. C'est quand même un environnement... Il y a de la valeur quand même maintenant dans ces parties longues de courbe. Je dirais pas pour, on va dire, gagner de l'argent en tant que tel. Par contre, comme couverture pour une partie action qui est toujours importante dans nos portefeuilles, ça nous semble maintenant quelque chose de valable. Donc on retrouve là quand même un actif de protection à ces niveaux de prix, en tout cas. À ces niveaux de prix, la valeur est redevenue raisonnable comme un actif refuge. Bon, intéressant, oui, c'est une nouveauté quand même, effectivement, dans un paysage depuis plusieurs années où l'obligataire n'a plus été un refuge et loin de là, même un détracteur de performance. Il y a le souvenir traumatique de 2022, je pense, qui a beaucoup marqué les esprits. Sûr, oui, pour peut-être une génération au moins, même si parfois la mémoire est celle d'un poisson rouge sur les marchés, mais là, il y a eu un moment fort, effectivement. Bon, les convictions 2026 de votre côté. Alors pour rebondir sur la partie duration, la partie taux, c'est vrai que tactiquement... il y a sûrement des choses à faire. Donc, par exemple, sur le UK, on voit qu'il y aura peut-être moins d'inflation, moins de croissance, une BOE plus accommodante, des niveaux assez attractifs, un carry. Potentiellement sur le Canada, la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des zones comme ça sur lesquelles il y a du longue duration tactique.
Sur toute l'année 2026, je ne m'aventurerai pas à faire un pari franc et massif sur un ça directionnel peut être duration. Un peu secoué. Ouais. Ça peut être secoué. Voilà la courbe japonaise, notamment, que tout le monde surveille un peu en ce moment. On voit la courbe japonaise, on voit quand même que ce taux US a du mal à passer sous les 4%. C'est quand même une grosse force de rappel. Il y a peut-être un peu de pontification à aller chercher, quitte après à rejouer l'inverse, le mouvement dans le sens inverse. Et en fonction de ce qu'ils vont annoncer, alors quid de Lisa Cook, perdre l'indépendance ou pas, quid du nouveau Fed Chair, Chairman. Qu'est-ce que ça va générer sur la partie longue de la courbe, notamment taux 10 ans, 30 ans US. Bon, voilà, donc plutôt en expectative de ce point de vue-là. D'autant plus la poursuite de la vandalisation des institutions américaines par l'administration en place. Ça peut être un sujet continu encore en 2026. Clairement. D'accord. Alors après, normalement, c'est le dollar qui prend et pas les taux, puisque pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, mais à voir. Après, non. Et d'autre part, même si effectivement sur l'inflation, on ne pense pas nécessairement que ce n'est pas une centrale qui a un fort rebond, on est assez positif sur les actifs risqués et sur la croissance, y compris la croissance US. Donc en soi, ce n'est pas non plus un trade longue duration. Sur les actions, en quelques mots, long actifs risqués, mais avec plus de diversification. Voilà. Encore plus de diversification. C'est-à-dire que sur l'IA, on peut aller chercher la thématique IA, mais en Asie, en Europe, sur des réseaux, l'électrification, la santé, qui est un secteur qui peut profiter pleinement les sujets. De cette thématique. Eh ben parfait, super. Merci beaucoup, David, pour votre concision. On s'arrête là pour ce soir. On aura encore 12 mois devant nous pour parler de 2026 et ce qui se passera l'an prochain sur les marchés. Merci à vous trois. David Belloc, Mirova, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Alexandre Attal, Russell Investment France. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous sortons des marchés cotés pour nous intéresser à l'industrie du venture capital, le capital qui finance l'aventure des entreprises et de l'innovation. Et nous en parlons avec Catherine Boule, qui est managing partner chez Carista. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà une longue existence pour Carista, c'est près de 25 ans d'existence quand même dans l'industrie du VC. Focalisé alors sur le digital, bien sûr, la deep tech à travers la défense et le spatial. On avait reçu Olivier Dubuisson, partenaire également, qui était venu nous parler de cette thématique du space, notamment. Vous, c'est la santé, c'est ça, Catherine ? Moi, c'est la santé. C'est votre verticale et votre dimension. Alors, la santé que vous définissez effectivement comme la health tech, qui est l'univers d'investissement qui vous intéresse aujourd'hui. Digital Health, Health Tech, avec le constat que oui, la tech et la santé sont deux mondes qui convergent de plus en plus, mais de plus en plus, notamment depuis la période Covid, c'est ça, Catherine ? Alors, en réalité, avant ça, puisque nous, on a fait notre premier investissement dans ce domaine-là en 2006, donc le terme n'existait pas, de la santé digitale, mais dans une société qui s'appelait Volantis. Mais oui, il y a une accélération nette du sujet, notamment en Europe, pendant et puis après le Covid, où tout d'un coup, on s'est dit, finalement, le digital pourrait résoudre un certain nombre des problèmes de notre écosystème de soins. Notamment parce qu'on peut parler à distance, et donc le virus a souligné ça. Mais en fait, c'est une tendance de fond qui existe depuis plus longtemps que ça aux États-Unis et qui s'accélère vraiment. Qu'est-ce qui caractérise ce segment de la santé, champ d'investissement évidemment très très vaste. Donc je comprends qu'on n'est pas dans la biotech, c'est pas un fonds biotech aujourd'hui en tout cas. Qu'est-ce que la tech apporte à la santé ? Qu'est-ce que vous observez comme transformation et comme création de valeur avec cette alliance de la tech et de la santé ? Quels sont les nouveaux modèles aussi qu'on peut peut-être imaginer ou qu'on peut constater avec l'alliance de ces deux dimensions ? Peut-être un pas de recul. Ce que nous on appelle la health tech, donc c'est ce qu'on peut aussi appeler la santé digitale et les équipements médicaux, la medtech, et tout ce qu'il y a entre les deux, ou à la convergence des deux mondes. Et en réalité, le digital maintenant dans le domaine de la santé est partout, à l'hôpital, chez le patient, chez le médecin, dans les laboratoires pharmaceutiques, en ville, dans les centres de radiologie, etc. Donc on collecte énormément de données, comme jamais on a collecté de données auparavant. Et ce qui change par rapport à il y a quelques années, c'est que ces données, d'abord on arrive à les collecter, on les met quelque part dans un nuage, et maintenant on essaye d'en faire quelque chose pour soigner les gens mieux, donc en étant plus efficace dans les traitements, mais aussi pour essayer de rendre
l'écosystème de soins le plus efficace, plus efficient, peut-être moins coûteux. Qui sont des sujets globaux. Partout dans le monde, on a cette problématique qui s'accélère avec le vieillissement de la population, donc les maladies chroniques, etc. Et donc la health tech, la santé digitale peut être une des réponses. C'est pas la seule. Il faudra continuer d'avoir des médicaments, évidemment. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est toutes ces technologies du digital qui sont déjà très diffusées dans d'autres industries, finalement arrivent chez les médecins qui ne se parlent plus par fax uniquement, qui font maintenant des choses un peu plus numérisées. Ouais. Et on peut aussi utiliser, évidemment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle partout. En santé, c'est la vraie révolution de ces dernières 24-36 mois, avec des applications qui naissent tous les jours. Évidemment, il faut faire ça avec une certaine rigueur, précaution et rigueur, mais en tout cas, on sent qu'on a des moyens, des outils de rendre le médecin et son staff plus efficaces auprès du patient. C'est tout le parcours du patient qui est en train d'être, entre guillemets, digitalisé, mais transformé par l'arrivée du numérique et des technologies numériques dans la santé, c'est ça? Exactement. Alors, le numérique, les capteurs, aussi tout ce qui est un peu well-being, donc les montres connectées, les choses comme ça, on capte énormément de choses. Et puis, la capacité des équipes médicales et cliniques à utiliser ces données au quotidien pour prévenir des rechutes, pour mieux doser ou orienter le patient sur des types de traitements. Donc on est sur le parcours du patient, on est sur comment aussi développer des équipements médicaux plus personnalisés, en utilisant l'imagerie, en utilisant évidemment l'IA, comment développer plus efficacement des molécules, parce que finalement on fait plein de choses en simulation numérique et on va chez la souris beaucoup plus tard. Et on raccourcit le temps de développement et les coûts. Et donc vous investissez, c'est des boîtes de services, du coup, beaucoup plus orientées services que de la biotech, par exemple. Alors nous, on reste des investisseurs en capital qui n'apprécient pas trop le service, en tout cas pas uniquement. Et on a des sociétés avec des vrais produits qui sont des solutions numériques ou mixtes, équipements et software, hardware et software, qui peuvent avoir un volant de service, mais dont la valeur, elle est vraiment dans des modèles de vente à l'hôpital, de vente aux médecins, ou même des modèles de remboursement. C'est quoi une aventure? Parce que j'aime bien traduire venture capital par le capital de l'aventure. C'est quoi là, les aventures qui vont transformer le monde de la santé, Catherine? Alors, on en a financé plusieurs, je pense, qui sont des belles illustrations. Je pense qu'une des sociétés qu'on aime beaucoup et qu'on soutient depuis quelques années s'appelle Incepto Medical, qui est une plateforme. On appelle ça le Netflix des apps d'IA en imagerie. Donc l'idée, c'est vraiment ça, une plateforme qui propose aux centres de radiologie ou aux hôpitaux différentes applications d'IA pour les différentes modalités ou les différents organes ou pathologies. Et donc c'est un bouquet d'IA qui est proposé au centre et qui peut permettre de gagner du temps sur le triage des patients, trouver l'endroit où il y a la tumeur, etc. Et aujourd'hui, ils sont leaders en Europe. Ils ont ouvert le marché. Boîte française, basée à Paris. Ils ont ouvert le marché américain et ça commence à bien se passer aussi aux États-Unis. Et je pense que c'est une très grande ère qui s'ouvre avec une très grande profondeur de marché et beaucoup d'efficience à gagner pour les radiologues avec ces outils d'IA. Un autre exemple, peut-être, une société qui est dans le domaine de la cardiologie. On n'est plus sur la télésurveillance, une société qui s'appelle Implicity, et qui a développé une solution qui permet de récupérer les données, encore une fois, collecte de données, chez les patients qui ont des équipements médicaux implantés. Donc, on parle de pacemakers et défibrillateurs. Pour être plus près du patient, c'est quand même difficile. Et donc, ces données, aujourd'hui, tous les guidelines montrent qu'il faut les suivre pour bien suivre son patient et éviter des effets secondaires de type infarctus ou AVC, quand même. Or, les médecins n'avaient pas jusqu'à Implicity la capacité de le faire facilement, parce qu'il fallait à chaque fois se connecter sur le site du constructeur du device en question, récupérer les données qui n'étaient pas exactement les mêmes, etc. Et là, Implicity a finalement structuré, intégré, organisé tout ça pour que ce soit plus simple. Grâce à ça, ils ont démontré qu'ils pouvaient suivre les patients et être plus efficaces dans leur suivi, et donc éviter ces effets type infarctus AVC, et ils ont obtenu un remboursement et un new standard of care en France. Donc c'est une société qui est aujourd'hui très successful commercialement en France. Deux questions, effectivement. Votre terrain de chasse est européen. Est-ce que c'est un joli terrain de chasse pour sourcer justement des entreprises dans la health tech aujourd'hui? Et est-ce que dans cet univers de la health tech, comment se déroule le processus de création de valeur?
Est-ce que ça se fait plus vite? Est-ce que c'est plus certain? Jamais rien de certain dans Ça l'investissement. reste une aventure. Mais ça reste une aventure, parce que c'est une aventure qui est mieux balisée peut-être que d'autres, Catherine. Alors oui, on investit aujourd'hui en Europe, partout en Europe, Europe géographique. Il y a énormément d'opportunités en Europe, assez peu de fonds capables de les adresser, donc on a beaucoup Il y a un problème de d'offre, chance, problème De d'offre. ce point de vue-là. En ce qui nous concerne, notre équipe, c'est suffisant comme terrain de chasse. En revanche, les sujets qu'on adresse sont des sujets globaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de suivi des patients qui ont des maladies cardiaques qu'en France ou en Europe. Sûr. C'est un sujet aussi aux États-Unis, en Asie. Donc, c'est des sociétés qui ont vocation à s'internationaliser rapidement et on essaie de les y aider d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Le sujet un peu de l'Europe, quand même, c'est que c'est potentiellement 28 ou 30 pays différents avec des accès au marché différents, donc assez compliqué. Donc on a des discussions régulières sur à quel moment faut-il aller aux États-Unis. Certes, c'est pas simple, mais le marché est tout de suite plus profond. Donc ça, c'est vraiment nos sujets d'entreprises européennes. Je pense que c'est Et pas vous que en les santé. incitez du coup à aller le plus vite possible aux États-Unis sur un marché global unifié où tout le monde parle la même langue, avec la même réglementation, peu ou prou. Ça dépend, j'ai envie Ça de vous dire, dépend. mais oui, on Ouais. est quand même très attirés. Après, Ouais. il faut les moyens d'y aller. Il faut le faire de la bonne manière et au bon moment. Et souvent, c'est quand même bien d'être un peu solide sur ses appuis, et notamment dans son marché domestique avant de commencer à aller dans d'autres marchés. Mais évidemment, le marché américain reste le premier marché dans le domaine de la santé. Il est aussi là où sont les acheteurs ou les Bien investisseurs sûr. aux poches profondes. Donc ça reste un peu un passage obligé assez rapide pour ces entreprises. Sur le processus, ça rejoint d'ailleurs l'idée du processus de création de valeur. Est-ce que c'est un univers, la health tech, où les choses vont plus vite de ce point de vue-là? Alors oui, pour ce qui est des entreprises qui sont notamment uniquement basées avec du software, des logiciels, on arrive à être plus rapidement au marché, on arrive à être plus rapidement rentable. Et donc ça offre des opportunités, notamment pour nous, investisseurs, de sortie qui sont peut-être plus compliquées à envisager dans des sociétés de medtech, on va dire implantables, ou de biotechnologie pure, qui sont les fonds de private equity, qui deviennent des acquéreurs assez naturels au moment de la rentabilité. Dès le premier euro investi, vous avez en tête la stratégie de sortie aujourd'hui sur un investissement? Normalement, Sur c'est une le cas pour tous les accompagnant en portefeuille, investisseurs. ouais. Donc, dès le premier euro investi, on a un plan. Après, est-ce que le plan se déroule comme prévu? Pas complètement à chaque fois, mais oui, en tout cas, on essaye de se donner une idée sur le temps qu'il nous faudra pour arriver à cette sortie, et puis combien d'argent aussi il faudra lever, parce que sinon, c'est compliqué de nous allouer suffisamment d'argent au fil du temps. Et c'est vrai qu'on est content de voir qu'il y a une nouvelle voie. D'habitude, on a les acquisitions industrielles. Usuellement, l'introduction en bourse, voilà, qui est un J'ai petit connu peu, le temps où la bourse était un aussi petit peu une en option. panne, Mais bon, en panne en ce moment, on va dire ça comme ça. Et de votre puis, point de vue, et je l'ai bien compris, visiblement, la bourse ne fonctionne plus correctement. Mais bon, ça fait un petit moment que c'est compliqué. Ouais. Et puis la troisième voie, donc Et il les faut fonds. s'ouvrir les fonds Ouais. maintenant de private equity, donc plus classiques. un mot peut-être aussi de ce que vous observez aujourd'hui dans l'industrie du VC, cette partie spécifique du capital privé, du capital innovation ou aventure, Catherine. Le choc des taux 2022, etc. On a beaucoup décrit ces phénomènes-là et le fait que l'argent soit un peu plus rare et plus cher aujourd'hui. Est-ce que votre industrie s'est adaptée à cette donne? Ou est-ce qu'il y a encore un rééquilibrage nécessaire? Non, l'environnement est quand même très compliqué depuis 3 ans maintenant. Donc, vous avez parlé des taux, c'est le point déclencheur. Je pense que la situation géopolitique n'aide pas. On espère que ça s'améliorera en 2026. On est en décembre, donc on a encore le choix de dire ça. La réalité, c'est que la chaîne du financement, et c'est pas que dans le venture, en l'occurrence, c'est dans malheureusement un peu toutes les classes d'actifs, est un peu grippée. Les asset managers ont moins de liquidités à allouer ou ont moins envie d'allouer de la liquidité au private equity en général et au venture en particulier. Et donc les fonds soutiennent plus longtemps les entreprises que prévu. Et donc, avant de refaire des deals nouveaux, des investissements nouveaux, se pose vraiment la question de savoir si ils ont la capacité de le faire. Donc, il y a moins d'investissements. Au global, moins d'opérations qui sont réalisées. Donc, ça, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que moins de fonds, moins d'opérations, moins de start-up financées. Et par définition, les start-up sont quand même assez rarement rentables.
Donc ça amène à pas mal de sociétés qui sont en difficulté. Mais quand même, on peut considérer qu'il y a Il y a une quand même des résilience qui s'est opérations. installée. Ouais. Les opérations qui se font sont souvent des opérations avec des gros montants. Donc pour essayer de limiter ce risque, les fonds syndiquent des gros tours. Donc c'est plutôt des grosses opérations qui se font, moins nombreuses mais plus grosses. Et puis on espère que quand même, à un moment donné, ça va se remettre en marche. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas facile en ce moment de lever des tours d'investissement en amorçage. Un environnement qui reste relativement adverse, on l'aura compris. Merci beaucoup Catherine. Catherine Boule, managing partner chez Carista, qui était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.